Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 14e conférence de recherche internationale de l'AFD sur le développement, la main invisible. Pour celles et ceux qui se connectent pour la première fois, je suis Asha Sompouth et je suis votre maîtresse de cérémonie. Hier, nous avions plus de 1000 participants venus du monde entier pour explorer le rôle des banques publiques de développement dans la recherche des objectifs du développement durable avec la participation de remarquables économistes, experts financiers, experts du développement. Nous avons élaboré des approches, des solutions pour voir comment l'alignement sur ces objectifs pouvait être généralisé. Nous avons vu ce qu'étaient les meilleures pratiques et examiné des recommandations concrètes qui seront examinées par plusieurs décideurs dans le cadre de la première conférence, le premier sommet de la finance en commun qui commencera demain. Le sommet se propose d'unir toutes les banques internationales de développement dans un mouvement collectif pour aller dans le sens d'un avenir durable pour notre planète. Aujourd'hui, nous allons approfondir quelques questions cruciales pour atteindre cet objectif. La gouvernance des banques publiques de développement et le statut de l'architecture de la finance mondiale du développement. Vous pouvez télécharger 16 rapports de recherche et autres éléments qui reprennent nos échanges d'hier sur la plateforme Visible Hand. Nous comptons sur vous pour participer aux discussions par le système Envoyer un message où vous pouvez poser vos questions aux intervenants et nous tâcherons de sélectionner certaines de ces questions. Vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec tous les participants inscrits par l'outil Live Chat de conversation sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas également à nous faire part de vos appréciations, observations, commentaires et de parler de l'événement avec le hashtag VisibleHand4Dev. Avant d'entrer dans la discussion, je tiens à remercier nos partenaires de recherche sans lesquels cet événement n'aurait pu se faire. Nous avons l'Institute of New Structural Economics de l'Université de Pékin, l'Institut pour le développement durable et les relations internationales, l'IDRI, et la Fondation pour les études, la recherche et le développement international, la FERDI. Et maintenant, je vais donner la parole à Madame Stephanie Griffith-Jones et Madame Jianzhu Xu, qui ouvriront les travaux avec un dialogue d'introduction sur le potentiel des banques de développement. Stéphanie était des nôtres hier. Elle est directrice des marchés financiers et pour l'initiative pour le dialogue, pour la politique de dialogue à l'Université de Columbia, et Jianzhu Xu est vice-doyenne de l'Institut de Institute of New Structural Economics à l'Université de Pékin. Ils vont donner un aperçu de la diversité des banques publiques de développement et le rôle économique pour la reprise durable. Mesdames, bonjour. Merci, Asha. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous étiez déjà des nôtres hier. Oui, et après la journée d'hier qui était extrêmement fructueuse. Avec Jianzhu, nous allons ouvrir cette nouvelle session et malgré la renaissance des banques internationales de développement, la recherche académique était plutôt limitée et il est quand même heureux que Régine et Maureen ont pu présenter le potentiel des banques de développement pour atteindre les objectifs du développement. Et on souligne le rôle de la recherche scientifique et d'où cette initiative de recherche sur les banques internationales de développement. Régis, Jianzhu et moi-même travaillons avec un certain nombre de chercheurs du monde entier pour essayer de créer une communauté internationale de chercheurs, d'experts qui sont en dialogue avec les décideurs et les dirigeants des banques de développement. Ce que nous nous proposons, c'est de proposer des recommandations destinées aux décideurs qui travaillent étroitement avec les banques de développement elles-mêmes à tous les stades de notre recherche. Nous menons des entretiens, il y a des groupes de travail qui sont coordonnés avec leur propre groupe de travail. Nous coordonnons les résultats, nous présentons nos travaux de recherche et ces groupes
s'intéresse aux modèles économiques, aux ODD, la gouvernance et l'architecture financière du développement. Ce sont les thèmes qui ont été abordés hier et que nous aborderons aujourd'hui. Alors, quelques-unes des recommandations que Jia Jun complétera. Les banques nationales de développement sont déjà des acteurs, pas seulement nationalement, mais internationalement, puisqu'ils représentent les 2/3 des actifs. 2 000 milliards de crédits sont accordés chaque année. Cela représente 10% de l'investissement mondial. Donc, ces banques ont déjà une puissance financière considérable, mais ce pouvoir doit être élargi pour atteindre les objectifs du développement durable. D'abord, ces banques de développement doivent disposer de l'assise suffisante pour mener à bien ces initiatives, et les banques régionales et sous-régionales dont les capitaux ont été augmentés pendant la crise 2008-2009, ces établissements doivent bénéficier d'une recapitalisation dans cette crise sanitaire bien plus grave et qui menace des revers bien plus graves pour ce qui est des objectifs du développement durable. Les pays qui ne disposent pas de ces banques de développement, qui sont rares, mais enfin, ces pays existent, ces pays se doivent de créer leur propre banque de développement, mais surtout les banques existantes, les banques de développement existantes, donc, comme je l'ai dit, doivent être recapitalisés. Certains des fonds qui ont été mobilisés pour la crise sanitaire pourraient fort bien être mobilisés à cette fin, et l'Union européenne, à ce titre, donne un bel exemple de la façon dont certains des canaux destinés à la reprise post-Covid sont maintenant repris par les banques de développement. Ceci pourrait être complété, et cela est le résultat de notre recherche, par des bailleurs de fonds et des fonds climat en s'appuyant sur ces institutions, sur ces banques de développement, notamment les plus petites, dans les pays les plus pauvres, pour canaliser des fonds supplémentaires. Et toutes les banques publiques de développement doivent catalyser, mobiliser les fonds venant du secteur privé pour pouvoir atteindre cet effet d'échelle. Une autre conclusion résulte de nos travaux de recherche. Nous avons constaté que dès lors que les objectifs sont définis, notamment pour l'action climat, les banques publiques de développement doivent jouer un rôle volontariste en étant finalement des acteurs de premier plan pour surmonter le risque, l'incertitude, en étant des pionniers sur le financement de projets dans de nouveaux secteurs et en les mettant en avant au secteur financier privé, ce qui a déjà été fait d'ailleurs par certaines banques. Mais plus généralement, ces établissements doivent aider à définir de nouvelles missions, de nouveaux programmes pour atteindre, pour créer la transformation nécessaire pour assurer une économie verte. Je donne maintenant la parole à Jia Jun qui va poursuivre cette introduction. Merci Stéphanie. Alors, il y a cet effet de monter en échelle et ce rôle d'entrepreneur que doivent avoir cet établissement. Il y a 3 autres recommandations. La 3e recommandation, c'est de mettre en place des cadres réglementaires pour les banques de développement. Dans notre analyse, nous voyons que les banques de développement doivent être régies de manière fixe, d'abord pour assurer la stabilité internationale, deuxièmement pour assurer des investissements à long terme, et troisièmement pour protéger ces banques contre des interventions intempestives. Mais par contre, le cadre réglementaire doit pouvoir être adapté dans le cadre actuel qui est celui de Bâle et convient aux banques privées, aux banques commerciales, mais le mandat et le modèle économique de ces banques privées est très différent. Contrairement aux banques commerciales, pendant leur mandat, les banques de développement doivent répondre aux objectifs de politique des actions publiques, alors que les dépôts des banques privées ne participent pas à ces financements, n'ont pas de réserve destinée à cette fin. Or, si on veut représenter le rôle des banques de développement à l'échelle mondiale, la réglementation internationale doit pouvoir s'appuyer sur les accords de Bâle,
en les adaptant en banque de développement parce que leur structure n'est pas la même. Et si l'on oblige les banques de développement à s'appliquer ou à appliquer les règles de Bâle qui conviennent aux banques privées, cela battra en brèche leur propre raison d'être, d'où l'idée d'avoir un cadre réglementaire réellement adapté au niveau international pour les banques de développement dont l'objectif et dont le mandat, la mission est différente. Alors il y a deux approches. D'abord, voir comment ces banques vertes procèdent aux modalités de crédit parce que les modalités actuelles ne peuvent pas permettre aux banques de développement de fonctionner comme des banques privées, puisque celles-ci se trouveraient immédiatement en défaut. Et puis la grande différence avec les banques commerciales, c'est qu'il y a un cadre réglementaire qui doit être coordonné. Les deux sont complémentaires et il faut éviter d'avoir à procéder à des arbitrages entre les deux systèmes, que chaque activité corresponde à un type d'établissement différent pour éviter d'arriver à des situations de shopping réglementaire. Enfin, il s'agit de pouvoir favoriser l'effet, l'efficacité de ces banques de développement. Alors, il y a des échecs du marché lorsque vous avez des investisseurs qui créent des externalités positives, et puis vous avez du côté du marché les imperfections des systèmes financiers actuels. Je m'explique. Par exemple, les banques privées, les banques commerciales sont peut-être adverses au risque ou le système de remboursement ne conviendra pas, ne rentre pas dans l'échelle de long terme des banques de développement. Et donc, la règle empirique consiste à dire que les crédits soft s'appliquent, disons, aux insuffisances du marché lorsque vous avez des externalités. Et là, ces moyens sont très efficaces pour promouvoir, si vous voulez, le rendement financier. Mais inversement, les banques de développement sont là pour compenser les insuffisances du marché quand vous avez des risques élevés. Et ce que nous recommanderions, c'est que ceux qui travaillent avec les banques procèdent de 3 étapes. D'abord, identifier la nature des insuffisances du marché, laissant des bons projets, permettant aux bons projets de continuer d'être financés malgré tout. Deuxièmement, créer un instrument financier adapté à la situation. Et troisièmement, si l'on constate des déviations par rapport à ces règles, il convient de voir si il y a effectivement si vous voulez, des contradictions financières qui peuvent être levées. Une coalition des banques de développement doit ou s'impose pour pouvoir atteindre, si vous voulez, une transformation structurelle qui soit équitable pour tous. Et là, il faut bien reconnaître qu'il doit y avoir des synergies entre les différents types de banques selon leur taille et leur empreinte. Alors, vous pouvez imaginer des collaborations entre des banques privées et des banques nationales de développement pour essayer d'optimiser le financement des ODD et donc avoir également le savoir-faire local qui pourra être trouvé au niveau local et le compenser ou plutôt le compléter par un financement à l'échelle mondiale. Bien souvent, cet effet de catalyse n'est pas réalisé. Par ailleurs, cette collaboration entre différents niveaux peut aboutir à des problèmes de balance de paiement pour les pays hôtes s'il y a un décalage entre le niveau central et le niveau local. Et s'il n'y a pas de réserves supplémentaires qui sont générées, ces petites banques seront en défaut. Alors pour éviter ce genre de problème, ce que nous recommandons, c'est trois recommandations. D'abord, les banques multilatérales de développement doivent pouvoir être présentes dans le pays hôte pour permettre au projet d'être réalisé ou alors accroître le financement vert pour leur donner plus de temps pour accorder des crédits destinés aux banques nationales. Et puis, troisièmement, des crédits doivent être concentrés en monnaie locale, ce qui permettra d'éviter des problèmes de change. Alors,
nous arrivons à la conclusion que les banques de développement doivent fonctionner comme un système qui doit aller au-delà de l'initiative actuelle, même si celle-ci était indispensable pour faire face aux problèmes qui se posent à l'échelle mondiale. L'idée, c'est de construire cette communauté de banques de développement. Voilà des recommandations qui s'appuient sur une analyse approfondie. Vous avez un groupe de 28 chercheurs qui participent à l'initiative de recherche et nous espérons que c'est le premier pas dans le sens d'une proposition de recommandations politiques à appliquer pour restructurer le réseau des banques de développement. Merci Jia-Jun pour ces réflexions très justes. Alors, nous avons déjà des intervenants qui ont posé des questions et n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à poser d'autres questions ou à nous faire part de vos observations si vous en avez. Moi, j'ai déjà tout de suite une question pour Jia-Jun, peut-être. Quel type d'instrument recommandez-vous qui pourrait être créé pour, si vous voulez, maximiser l'effet de ces banques sur le développement? Est-ce que vous préconisez un meilleur mix entre le multilatéral et le national? Écoutez, ce qui nous paraît important, c'est effectivement d'analyser cette question, mais du point de vue financier. La situation financière, évidemment, sera différente d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre. Au premier stade de développement, il y a certains secteurs d'activité dont les technologies ne sont pas encore suffisamment développées. Donc, on peut imaginer des soft loans, des crédits à des conditions souples pour permettre à ces secteurs de se mettre en place. Maintenant, si nous sommes à la frontière technologique, les nouvelles technologies qui sont chargés d'incertitudes. Là, c'est les investissements en capitaux qui sont plus importants. Et là, les banques publiques de développement pourraient non seulement participer à ces investissements, mais en recueillir les fruits. Donc, il y a selon le type de secteur, différents types de projets appellent différents types d'instruments, de soft loans ou d'investissements en capitaux. Il nous reste quelques minutes. Une question pour Stéphanie. Comment pouvons-nous fusionner ou en tout cas promouvoir un plus grand rôle du secteur privé dans les investissements en risque comme l'aquaculture pour les mesures d'atténuation de risque, le factoring, le WRS ou la facilitation du financement des échanges? La mobilisation des investissements privés est essentielle et nous voulons accroître ces flux d'investissements privés qui sont actuellement canalisés par les banques de développement. Dans notre article, l'une de nos conclusions, c'est précisément qu'il y a peut-être de meilleures façons d'y arriver et des façons peut-être moins efficaces. Alors, si les banques de développement peuvent capter des fonds sur le marché obligataire, sur le marché international obligataire, et trouver un financement sur ces marchés des capitaux, c'est une très bonne chose parce que là, les flux peuvent se faire à travers leur crédit, à travers leurs fonds propres et les destiner au secteur clé. Deuxièmement, il peut y avoir des cofinancements entre le secteur privé et les investisseurs privés et les banques publiques de développement. Le secteur privé, là, peut travailler en collaboration avec les banques de développement pour atteindre les objectifs du développement durable. Et puis, il peut y avoir des crédits qui transitent par des banques commerciales ou d'autres intermédiaires. Mais alors, là, il faut être prudent. Il faut veiller à ce que les priorités qui sont définies par les objectifs du développement durable et les banques de développement sont effectivement eux-mêmes appliqués par les intermédiaires. C'est important. L'avantage, néanmoins, c'est que si vous voulez prêter accorder des fonds à une PME dans des zones reculées où il n'y a pas beaucoup d'expertise, les banques sous-nationales de développement peuvent jouer un rôle important parce qu'elles seraient l'interlocuteur local. Et puis, il y a des façons plus risquées de s'y prendre, dont on a parlé déjà hier. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie financière. Là, vous pouvez avoir des risques, si vous voulez, non couverts qui pourraient quand même présenter d'autres risques. Écoutez, merci Stéphanie et Jia-Jun pour cette entrée en matière et nous reviendrons vers vous ultérieurement. Un grand merci. Eh bien,